Et il s'agit d'un article qui sera publié aujourd'hui dans la revue Nature, qui est le fruit d'une collaboration avec une équipe de Londres, l'équipe de Dimitri Ruzakov et son postdoc Christian Hanberger, et dans le cadre d'un programme Human Frontier. Alors ce qui est finalement extrêmement amusant, c'est qu'au départ on travaillait chacun de notre côté et sans le savoir sur la même chose, c'est-à-dire qu'à Londres ils avaient, grâce à des techniques totalement nouvelles, des résultats assez sexy mais qu'ils n'étaient pas vraiment en mesure d'expliquer totalement. Et de notre côté, à Bordeaux, nous avions, grâce à des techniques beaucoup plus rudimentaires, finalement, des résultats qui nous permettaient d'expliquer le mécanisme. Et donc nous avons décidé de joindre nos forces et de fusionner nos travaux, ce qui a donné lieu donc à ce papier qui sera publié dans Nature aujourd'hui. Et qui finalement apporte une brique supplémentaire à un concept assez nouveau encore, et qui en tout cas n'est pas très bien ancré dans les esprits, qui est le concept de synapse tripartite. Alors il faut savoir que les neurones communiquent entre eux au niveau d'une zone spécialisée qu'on appelle la synapse, et qui est constituée ni plus ni moins d'un neurone qui parle et d'un neurone qui écoute. Et en plus de ces deux neurones, il y a un élément qui provient d'un astrocyte, l'astrocyte étant appartenant à cette catégorie de cellules qui ne sont pas des neurones et qu'on appelle les cellules gliales. Et donc pendant très longtemps, on a pensé que cet astrocyte qui entoure véritablement les deux éléments neuronaux n'avait pas de rôle majeur, ou avait en tout cas un rôle ne serait-ce que structurel. Et depuis une petite dizaine d'années, on sait qu'en fait non, cet astrocyte a un rôle actif au sein de la synapse, dans le transfert d'informations, ce qui a donné lieu à ce concept de synapse tripartite, dans laquelle on voit l'astrocyte comme un partenaire de la communication entre les neurones. Et au niveau de cette synapse tripartite, il se passe un certain nombre de choses. On peut étudier beaucoup de choses dans cette synapse, en particulier sa plasticité, de s'adapter de façon dynamique à différentes situations. Et c'est un phénomène qui est extrêmement important, puisqu'on considère que c'est la base cellulaire de mécanismes beaucoup plus fondamentaux tels que la mémoire et l'apprentissage, en particulier dans une région qu'on appelle l'hippocampe, dans laquelle nous avons travaillé. Et donc on s'est intéressé effectivement à cette plasticité des synapses, et ce que nous avons découvert, c'est que eh bien, la cellule gliale dans cette structure qu'est l'hippocampe, donc l'astrocyte, est absolument nécessaire pour que les phénomènes de plasticité puissent avoir lieu au niveau des synapses. Ce qui est quand même assez important comme concept, parce que ça veut dire que finalement les cellules gliales, les astrocytes qui ne sont pas du tout des neurones, ont un rôle fondamental dans un mécanisme purement, enfin qu'on considère comme purement neuronal, qui est celui de la plasticité des synapses entre les neurones. Et de façon un peu plus spécifique, il faut savoir qu'au niveau de la synapse, il y a un récepteur qu'on appelle le récepteur NMDA, qui est le déclencheur, en tout cas un des déclencheurs des phénomènes de plasticité synaptique. Et ce récepteur NMDA a besoin de plusieurs activateurs pour fonctionner. En particulier, il y a un activateur qui vient de l'élément neuronal présynaptique, en fait, qui est ni plus ni moins que le neurotransmetteur libéré par le neurone qui parle. Et en plus de ce premier activateur, il y a besoin d'un co-activateur. Et c'est là que l'histoire se complique, puisque finalement, on en connaît deux aujourd'hui potentiels, il y a deux candidats potentiels, et on ne sait pas exactement lequel est le bon. Toujours est-il qu'il y en a un des deux dont on pense qu'il provient des cellules gliales, les astrocytes en particulier, encore une fois, et donc beaucoup de gens, et d'ailleurs en particulier moi, parce que c'est mon travail de thèse, s'attellent à essayer de savoir lequel de ces deux potentiels coactivateurs est le bon. Et ici, finalement, l'approche que nous avons eue est une approche inverse, hein, c'est-à-dire qu'on est directement allé altérer les cellules gliales pour savoir si oui ou non, finalement, elles libèrent un coactivateur des récepteurs NMDA. Et ce qui s'est avéré, c'est que finalement, donc les astrocytes sont capables de libérer dans la synapse un coactivateur du récepteur NMDA. Alors sa nature n'est pas exactement pas certaine, on pense qu'il s'agit de la D-sérine, qui commence à être relativement connue aujourd'hui, bien qu'on n'ait pas de preuves absolument formelles. Mais en tout cas, ce qu'on a montré, c'est que l'astrocyte libère dans la synapse un coactivateur du récepteur NMDA de façon à activité dépendante, c'est-à-dire sur demande, de façon vésiculaire et de façon également calcium dépendante. Et donc finalement, ce que ce papier démontre et qui est extrêmement intéressant, c'est que les cellules gliales participent vraiment très activement au phénomène de plasticité synaptique, et même sont absolument nécessaires à ces phénomènes, si bien qu'on ne peut plus vraiment voir l'astrocyte comme un partenaire de la synapse, mais en fait il faut davantage voir la synapse comme un lieu de conversation à trois éléments, une conversation dans laquelle la cellule gliale a vraiment un rôle fondamental, une place à part entière.